Alors, la Tunisie, depuis l'indépendance, elle, elle n'a pas connu de très grands changements et le changement a été radical en 2011. C'est aujourd'hui le pays qui porte l'espoir, il est probablement le dernier espoir de ce printemps arabe. Et je crois que ne serait-ce que pour cela, la transition tunisienne gagnerait à être un succès, ce que tout le monde souhaite, même si elle est très fragile et qu'elle présente réellement des éléments de fragilité. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est très intéressant à considérer dans son évolution politique depuis l'indépendance en 1956. Alors, la Tunisie présente des particularités dont on a beaucoup parlé en 2011 en disant que l'histoire politique particulière de ce pays en a peut-être fait un laboratoire du monde arabe dans la transition politique. Ce n'est pas à exclure, les historiens le diront. Toujours est-il que c'est le pays du monde arabe qui a été le premier à être doté au milieu du 19e siècle d'une une constitution éphémère, mais une constitution. À la fin du 19e siècle, il y a eu des réformes importantes qui ont été faites par Kérédine, des réformes et on a pensé des questions très importantes qui sont effectivement la place du citoyen, la place de la femme ou autre. Et il y a eu une réflexion très importante dans cette Tunisie qui était une province ottomane, une province de l'Empire ottoman. C'est une province de l'Empire ottoman qui est, à partir de 1881, un protectorat français. Et il va y avoir au niveau du pouvoir une gestion à la fois par la puissance colonisatrice, la France, mais avec des institutions qui restent aussi celles du beylik et du bellicat, puisque le monarque est le représentant de la Sublime Porte, même s'il acquiert bien sûr une indépendance sur le plan politique et sur le plan de la gestion politique. Donc il y a un mouvement nationaliste qui se met en place très tôt, dès les années 30, avec deux mouvements, un destour d'abord en référence à la première constitution de la Tunisie, destour voulant dire constitution, puis un néo-destour à partir de 1934 qui est porté par Bourguiba, Bourguiba dont la figure particulière allait imprimer sur la vie politique de la Tunisie une marque particulière. Bourguiba est donc issu de la petite bourgeoisie d'une ville côtière de Monastir. Il est issu d'un milieu petit bourgeois, pas très argenté, même assez désargenté, mais dont les frères sont quand même instruits. Il est le plus jeune d'une famille, mais il a un frère qui a une troupe théâtrale, par exemple, donc c'est un milieu assez cultivé. Lui-même fait des études et il part en France pour faire des études de droit et de sciences politiques, et il revient assez marqué par la France, assez marqué d'un positivisme, assez marqué par la République, assez marqué aussi par l'égalité entre les hommes et les femmes, assez marqué par ce pays qui scolarise de manière autoritaire les garçons et les filles dans des écoles qui sont gratuites. Et il va effectivement, une fois qu'il prend le pouvoir, en 1956 et avant même d'instaurer la République en 1957, il va s'attacher au code de statut personnel en donnant des droits
inégalée dans le monde arabe et musulman aux femmes. Donc, il va poursuivre son projet de modernisation en mettant en place une école gratuite et obligatoire pour les garçons et les filles. Et il va mettre en place aussi un système médical avec ce qui va être le corollaire de ces droits donnés à la femme, c'est-à-dire un système de planning familial où les femmes pourront avorter. Donc la femme est dotée de beaucoup de droits en Tunisie et il y a véritablement un projet modernisateur. Ce projet modernisateur, et ça il n'importe pas cette idée de la France, n'est pas accompagné par des libertés. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de place pour les libertés individuelles dans ce système autoritaire, même si ce système autoritaire porte un projet modernisateur. Donc dans cette Tunisie, il y a bien sûr Bourguiba qui a les rênes du pouvoir et qui durant les 10 dernières années de ces 30 années au pouvoir, ne comprend absolument pas le phénomène islamiste. Il ne comprend pas l'islamisme et il veut décapiter les leaders de ce mouvement. Il nomme Ben Ali à la tête du gouvernement pour qu'il puisse venir à bout de l'islamisme. Ben Ali comprend que ce n'est pas possible, il fait un coup d'État en 1987 et il va prolonger finalement le système bourguibien en moins bien. Il va maintenir les grandes lignes et les fondamentaux du système, notamment sur la femme, notamment sur la scolarité, notamment sur la manière d'être tourné vers l'Occident, c'est aussi un choix de Bourguiba, mais d'un autre côté, les libertés, il va ouvrir le système en mettant en place un pacte national en 1987 et très rapidement en 1988 plus précisément. Et le 7 novembre 1988, donc la date anniversaire de sa prise de pouvoir, et très rapidement il va refermer le système lorsque il verra que, à la faveur de l'ouverture politique en Algérie, ce sont les islamistes qui arrivent en tête au municipal de 1990. Il va mettre un terme aux libertés, d'autres diront qu'il n'a jamais cru en cette ouverture, qu'il n'a jamais cru en la démocratie. Et le système va, si vous voulez, être un prolongement de la politique de Bourguiba, mais avec beaucoup moins de liberté, un régime autoritaire et surtout un lien social qui va être rompu entre la population et le pouvoir. Et ça, sous Bourguiba, ça n'avait jamais été le cas. Donc, si vous voulez, c'est contre cet autoritarisme que se sont soulevés les Tunisiens en 2011 pour se débarrasser de ce régime autoritaire et de celui qui l'incarnait et qui conservait entre ses mains la totalité du pouvoir. Alors, il y a eu ce soulèvement qui a bien réussi parce que au système d'allégeance mis en place par Ben Ali, il n'avait pas réussi à instaurer un système de loyauté avec certaines institutions comme l'armée par exemple. Et lorsque l'armée le voit que Ben Ali ne maîtrise plus la situation, en janvier 2011, elle lâche Ben Ali et lui conseille de partir, de quitter le territoire avec sa famille. Ce faisant, si vous voulez, elle évite un carnage puisqu'elle dissuade la police de tirer et elle conseille au chef de l'État de partir. Le régime va être décapité, mais il va survivre à Ben Ali. Et là, contrairement à d'autres pays, comme la Libye par exemple, on va voir que le système est décapité, mais l'État existe. Et le système va rester en place. Et ce sont ces deux éléments
ajouter à d'autres qui vont permettre la transition qui va se faire et qui va générer dans son sillage, si vous voulez, une culture du compromis. Donc une société coupée en deux, entre islamistes et non-islamistes, et ceux qui ont peur de perdre les acquis du bourguibisme, notamment en matière des droits de la femme, mais d'un autre côté, si vous voulez, les leaders de ces formations discutent, dialoguent, arrivent à un compromis, et grâce à ce compromis, si vous voulez, et grâce au mode électoral, une proportionnelle au plus fort reste, il n'y a pas de parti dominant au sein de l'Assemblée nationale, mais les Tunisiens ne sont peut-être pas forcément contents de cette situation où il n'y a pas de domination d'une seule formation et que finalement les uns et les autres ont beau avoir des projets politiques complètement différents, ils sont condamnés à gouverner ensemble et à trouver des compromis. Et je pense que c'est la particularité du système tunisien qui a dicté un petit peu ce schéma politique qui est pour le moins très original, où personne n'a complètement les rênes du pouvoir, donc on est aussi dans un rejet de ce qui a été justement ce système de contrôle total du pouvoir, mais d'un autre côté, si vous voulez, personne n'est complètement content parce que justement il n'y a pas de dominante d'un projet sur un autre. Alors la Tunisie, laboratoire du monde arabe en matière de transition, je ne sais pas s'il y a un véritable laboratoire et si les expériences peuvent s'exporter, mais en tout cas, il y a une leçon qui peut être tirée de l'expérience tunisienne, même si rien n'est garanti pour son succès, c'est que islamistes et non-islamistes doivent travailler ensemble et n'ont pas d'autre solution que de travailler ensemble, que de faire des concessions, que de rédiger des constitutions ensemble, de les faire appliquer et de se partager à la fois les prérogatives à l'Assemblée et au niveau de l'exécutif. Je pense que c'est la leçon à tirer et c'est probablement un des principaux acquis avec la liberté d'expression de cette rupture de 2011.